Donc, je vais faire mon intervention en français, ce qui est peut-être assez inhabituel pour moi, et il se peut que quelques termes techniques, je ne vais pas pouvoir les donner en français, donc je vais peut-être retourner à l'anglais pour des définitions techniques à un moment donné. Comme Raouf disait, je suis basé à l'Université d'Édimbourg, dans le département d'études islamiques et du Moyen-Orient, et je dirige également le centre d'études de l'islam dans le monde contemporain, qui est un centre de façon assez intéressante fondé par une organisation philanthropique saoudienne, et bien que les Saoudiens eux-mêmes n'aient que peu de rapport avec le centre une fois qu'il a été créé. Et ce que nous essayons de développer actuellement dans ce centre de recherche, donc sur l'étude de l'islam dans le monde contemporain, est une meilleure compréhension des différences régionales qu'il peut avoir dans le phénomène islamiste. Et j'insiste sur la dimension islamiste à l'opposé de la dimension islamique, c'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qui est en rapport avec l'islam en tant que religion, mais c'est plus précisément ce qui a rapport avec la pratique d'une certaine idée de l'islam quand elle s'applique au champ politique et social. Donc, dans ce cadre-là, nous essayons de regarder comment des mouvements islamistes ou comment des partis islamistes développent leurs idées dans la pratique dans différentes régions du monde. Et dans ce cadre-là, ce qui m'amène plus particulièrement à l'IMERA, ce qui est le cadre général de mon projet, c'est de regarder et d'étudier les évolutions pratiques de l'islamisme dans le contexte méditerranéen. Et le contexte méditerranéen étant différent, c'est l'hypothèse de départ, de l'islamisme qu'on peut avoir dans le Moyen-Orient plus à l'est et particulièrement dans les pays du Golfe. Donc ça retourne peut-être un petit peu sur ce que l'on disait ce matin, sur une certaine idée de l'identité méditerranéenne. Est-ce qu'il y a en fait une forme d'islamisme, de pratique islamiste autour de la Méditerranée qui est sensiblement différente des formes d'islamisme et des formes de pratiques islamistes que l'on trouve dans le Moyen-Orient plus à l'est et particulièrement dans les pays du Golfe. Donc l'idée de départ, c'est de développer un peu cette étude pratique de l'islamisme contemporain dans le monde méditerranéen, étant donné que depuis les printemps arabes de 2011, nous avons eu des changements sociaux et politiques qui ont fait le pourtour méditerranéen et particulièrement l'Afrique du Nord un centre d'expérimentation pour l'islamisme assez intéressant d'un point de vue des sciences sociales, bien entendu, peut-être pour les personnes qui ont participé à ces transformations, l'intérêt a été beaucoup moindre, c'est surtout les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais d'un point de vue des sciences sociales, il est intéressant de voir que, alors qu'auparavant, les pays du Maghreb, d'Afrique du Nord, n'étaient pas particulièrement à la pointe lorsqu'il s'agit d'élaborer une pensée islamiste et de la diffuser ou de la mettre en pratique. Jusqu'au printemps arabe, évidemment, les plus grands promoteurs d'idées et de pratiques islamistes étaient bien sûr les pays du Golfe, où une certaine vision de l'islam, une certaine catégorie de pratiques islamistes était
promu assez agressivement par les réseaux salafistes et wahhabistes qui étaient fondés généralement, supportés financièrement et politiquement par les pays du Golfe, et particulièrement par l'Arabie saoudite. Et la seule exception était à ce moment-là, bien sûr, la Turquie, qui, depuis l'avènement de l'AKP en Turquie dans les années 2000, proposait une version islamiste modérée au monde, qui se voulait une alternative aux formes plus rigoristes et conservatives qui étaient promues par l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Les printemps arabes de 2011 ont changé ce contexte-là, indirectement du fait que les mouvements islamistes eux-mêmes n'étaient pas vraiment impliqués dans les printemps arabes, que ce soit sur le pourtour méditerranéen ou ailleurs. Les islamistes ont été notoirement absents des révolutions arabes. Par contre, les mouvements islamistes sont revenus sur le devant de la scène assez rapidement après les révolutions arabes elles-mêmes. Donc, assez rapidement, dans tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, sans exception, sauf l'Algérie, donc Maroc, Tunisie, Libye, Égypte, très rapidement après les révolutions arabes, les mouvements islamistes, les partis islamistes sont arrivés au pouvoir, soit complètement par eux-mêmes, soit en coalition, soit à travers des compromis avec le régime. Mais après les printemps arabes, clairement, tous ces pays-là ont vu arriver au pouvoir des mouvements islamistes qui étaient auparavant dans l'opposition ou étaient complètement réprimés par les régimes. Et cela a donné une certaine impulsion pour le développement d'idées politiques et de pratiques politiques dans ces pays-là sur un modèle islamiste, et sur un modèle, je dirais, un peu méditerranéen, qui était assez différent de ce qui se faisait dans les pays du Golfe. Et ce sont ces pratiques et ces idées que j'essaye d'évaluer actuellement, de comprendre qu'est-ce qui constitue, ou qu'est-ce qui pourrait constituer une forme d'islamisme méditerranéen, avec ces idées particulières qui sont différentes de celles du Golfe, par exemple, avec des pratiques politiques particulières qui sont encore différentes de celles du Golfe, en étudiant non seulement ce que les partis islamistes disent de façon officielle, mais également ce qu'ils font lorsqu'ils sont au pouvoir. Et les printemps arabes donc, ont permis une observation de ces pratiques pendant quelque temps dans certains pays. Donc clairement en Libye et en Égypte, ce printemps islamiste n'a duré qu'une ou 2 années maximum, avant que la parenthèse se referme. Et nous avons des situations maintenant tout à fait différentes en Égypte et en Libye, où d'une part, en Égypte, les islamistes des frères musulmans sont totalement réprimés, et en Libye, nous avons une situation de conflit interne, donc il est difficile d'observer maintenant ce que les islamistes font. Par contre, nous avons des expérimentations qui continuent en Tunisie et au Maroc, où depuis 2011, d'une façon ou d'une autre, des mouvements islamistes comme le PJD au Maroc ou Ennahda en Tunisie participent directement ou contribuent à la gouvernance de ces pays-là. Et donc c'est à travers une observation des politiques mises en œuvre par ces mouvements islamistes que l'on peut peut-être créer une typologie de l'islamisme méditerranéen
qui pourrait être contrasté avec un islamisme du Moyen-Orient ou un islamisme du Golfe. Et ces islamismes méditerranéens, d'autant que l'on peut observer à présent à travers les cas tunisiens et marocains, seraient plus syncrétiques, hybrides. Évidemment, ce ne sont pas des qualifications que les islamistes eux-mêmes accepteraient, étant donné que dans le champ islamiste lui-même, il y a une course vers la pureté idéologique, et donc les notions d'hybridité, de cosmopolitanisme, de compromis avec les idées libérales et démocratiques ne sont pas toujours bien vus d'un point de vue idéologique, mais il est intéressant de voir que d'un point de vue pratique, dans la pratique politique, si l'on regarde les actions des mouvements islamistes en Tunisie et au Maroc, il y a une certaine forme de libéralisme, de pragmatique démocratique qui se met en place, et non seulement qui se met en place pour des raisons politiques claires, pour attirer un certain électorat, pour avoir des gains politiques lors d'élections, mais un certain pragmatisme libéral et démocratique qui se met en place à l'intérieur des mouvements eux-mêmes, bien que ce soit quelque chose d'assez récent qui a eu lieu au cours des 10 dernières années au maximum, moins de 10 ans. Donc il est difficile de présenter cela comme une transformation durable de la pensée islamiste autour de la Méditerranée, ou même de la pensée islamiste au Maroc et en Tunisie, mais il y a certaines tendances à l'intérieur de ces mouvements qui montrent que ces formes de libéralisme et de pragmatique démocratique sont en train de s'enraciner et de s'auto-justifier. C'est quelque chose dont, par exemple, le leader de Ennahda, Rachid Ghannouchi, a été à la pointe ces dernières années. C'est quelque chose dont Iyad Ben Achour, qui était auparavant à l'IMERA dans ce cadre-là, a déjà étudié. Il y a des prémices intéressantes d'une hybridisation de ces mouvements islamistes qui laissent à penser que peut-être nous avons là une identité islamiste méditerranéenne qui est en train de se développer et de s'enraciner et qui pourrait, selon les évolutions politiques dans ces pays-là, produire une alternative viable aux autres formes d'islamisme qui sont mises en avant par les pays du Golfe et qui proposent un modèle politique et social qui sont bien plus conservateurs, ultra-conservateurs, et qui seraient peut-être beaucoup moins, et qui sont peut-être beaucoup moins adaptés aux demandes des sociétés actuelles sur les rives sud de la Méditerranée. Et donc c'est dans ce cadre-là, pour conclure rapidement, que j'organise mes recherches à Marseille et dans la région, non seulement par rapport aux pays d'Afrique du Nord qui nous font face, c'est-à-dire la Tunisie et le Maroc actuellement, mais aussi par rapport à la diaspora, puisque la diaspora a un rôle assez important à jouer. C'est à travers ces échanges nord-sud des islamistes et même des populations migrantes elles-mêmes que cette circulation d'idées se met en place et que certaines pratiques se mettent en place. Après tout, Rachid Ghannouchi, dont j'ai juste mentionné le nom en Tunisie, a vécu pendant plus de 20 ans à Londres, en Grande-Bretagne. On peut dire que d'une certaine façon, la pensée islamiste tunisienne d'Ennahda en ce moment est une réflexion de 20 ans d'exil en Grande-Bretagne
en Europe et un symbole de cette mixité des idées islamistes et libérales et démocratiques qui sont le résultat de ces échanges forcés dans le cas de Ranouchi, mais de ces échanges intellectuels et de population entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée. Et donc, regarder les évolutions intellectuelles et sociales dans les communautés musulmanes dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, est aussi un signe peut-être un signal des évolutions qui vont se développer sur les rives sud de la Méditerranée lorsque ces échanges de population et ces échanges d'idées continuent à se faire de façon plus régulière. Et c'est donc ce type d'idées, ce type de communauté que je cherche à étudier également du côté de Marseille et dans la région, en étant basé à Limera. Voilà, en quelques mots. Merci. Sur les diasporas, tu as cité l'exemple de Ranouchi, c'est vrai que. Et donc le présupposé, c'est que en étant imprégné, disons, des pratiques démocratiques anglaises, enfin européennes, il pourrait éventuellement avoir une influence sur les pratiques, sur une certaine pratique ou un certain islamisme méditerranéen. Mais en fait, l'hypothèse, elle passe par le fait que Ranouchi est arrivé au pouvoir. Donc, la vraie question, c'est est-ce que s'il n'y a pas les conditions très spécifiques qui permettent à des gens de la diaspora d'arriver au pouvoir, est-ce qu'il y aurait, par les truchements habituels, de médias, de réseaux sociaux, est-ce qu'il y a vraiment une influence? Par exemple, en Algérie, si on a la double nationalité, on ne peut pas accéder à des postes ministériels. Oui, c'est une. Enfin, la question de l'accès au pouvoir et la question de l'hybridité de ces pratiques sont vraiment deux questions différentes. Donc, clairement, d'un point de vue politique, pour que quelles que soient les idées que ces mouvements ont, il faut vraiment une possibilité d'accéder au pouvoir. Et ça dépend vraiment des conditions particulières dans chaque pays autour de la Méditerranée. Les printemps arabes ont montré que c'était vraiment difficile de prévoir à quel moment il pouvait y avoir une opportunité pour des partis politiques pour arriver au pouvoir. Donc nous sommes là toujours dans une situation conjoncturelle où il est très difficile de prévoir le sens de l'évolution dans chaque pays. Au niveau des hybridités qui se créent, l'expérience directe me semble être assez importante puisque les pays du Golfe sont parmi les pays les mieux connectés lorsqu'on parle des communications, Internet, et même les sheikhs salafis, wahhabis, ultra-conservateurs se sont mis à l'Internet, suivent ce qui se passe sur Internet, peut-être pas eux-mêmes, mais en tout cas leurs étudiants les tiennent au courant des évolutions. Donc il y a un effet de réseau, même dans les pays du Golfe, mais cette connaissance plutôt théorique ne se traduit pas nécessairement dans un changement idéologique. Il y a cette distanciation, c'est ce qu'ils font là-bas, et ici c'est ce que nous allons faire ici. Alors que lorsqu'il y a des mouvements de population, des expériences plus directes, il est beaucoup plus difficile d'avoir cette expérience de distanciation entre différentes communautés qui sont séparées. D'ailleurs, les communautés occidentales en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, sont elles-mêmes physiquement séparées du reste.
ce que l'on voit dans des pays comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie également, c'est beaucoup plus d'expériences directes qui ont un impact, je pense, sur la pensée politique pratique. Pas nécessairement l'idéologie pure, mais la pensée politique pratique. Comment pouvons-nous gouverner? On retourne à la question de la gouvernance. Comment pouvons-nous gouverner dans la pratique ces sociétés-là, en sachant qu'il y a beaucoup d'hybridisation, qu'il y a beaucoup d'hybridité, qu'il y a beaucoup d'interactions entre différentes communautés. Et c'est cette expérience pratique qui, je pense, dans le cas de Ennahda et dans le cas du PJT au Maroc aussi, les amène à faire des... Ils ne diront pas que ce sont des concessions, mais qui les amènent à créer des compromis, créer des nouvelles politiques ou justifications qui favorisent, avec le temps, cette idée d'hybridisation comme étant naturelle et légitime. Oui. Vous pouvez nous parler un peu du financement cédulien, de ces chers c'est une question générale, mon pote. Ça se passe vraiment de la même façon que Bill Gates finance des chaires universitaires, etc. Ou est-ce qu'il y a une tentative d'influencer un peu? Alors, ce pourrait être une question gênante, mais ce n'est pas une question gênante dans ce cas particulier. Alors, il faut dire que les riches donateurs du Golfe ont chacun leur mode de fonctionnement. Donc, ce que je vais dire par rapport à Édimbourg n'est pas nécessairement vrai par rapport à Cambridge, London ou les autres centres ou chaires qui sont financés par des gens du Golfe. Donc, chaque personne, chaque organisation a son mode de fonctionnement. Il y a généralement, probablement, une quête de... Et ceci est off, bien sûr, si ceci est enregistré. C'est enregistré, je te dis. Donc, off, on va couper. Alors, off. Et il y a une quête de reconnaissance, en fait. C'est vraiment à travers ce financement des universités, ils cherchent à se faire reconnaître comme bénéfacteurs, comme personnes qui ont une portée plus qu'économique, mais culturelle, intellectuelle. Et je pense que c'est le but principal de ces financements, plus que de diriger la recherche dans une certaine direction. Parce que bien évidemment, à partir d'un certain moment, les universités qui reçoivent ces fonds vont leur dire « Vous ne pouvez pas mettre votre veto sur ABC, vous ne pouvez pas demander que l'on fasse ABC ». Donc, et il y a une certaine... Et ces donateurs, je pense, reconnaissent qu'il y a des limitations à ce qu'ils peuvent demander. Donc, une fois qu'il y a une donation qui est faite, une fois qu'il y a cette reconnaissance qui est donnée à une certaine fondation, à une certaine personne, après, il n'y a plus beaucoup de moyens de contrôle de ces donateurs originels sur ce qu'ils ont fondé. Mais encore une fois, chaque endroit est différent. Donc, oui. C'est très intéressant, je vous remercie infiniment, mais je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'on doit vraiment voir la différence clairement entre le musulman et l'islamiste, parce que ce sont deux choses différentes. Le musulman, c'est comme le juif, le chrétien, c'est quelqu'un qui a une religion et essaye tout le temps d'avoir ses valeurs à travers cette religion. L'islamisme, c'est différent. L'islamisme, c'est le wahhabisme. C'est que vous croyez que vous êtes en état de
années 70, il n'y avait aucune femme voilée. Même les femmes, les étudiantes qui étudiaient la religion à Al-Azhar n'étaient pas voilées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pétrole. Vous voyez? Alors, pourquoi le pétrole? Parce que tous les royaumes du Golfe sont une alliance entre la famille royale et les cheikhs wahhabites. Alors, ils se sont trouvés dans un boom du pétrole à la fin des années 70 et ils ont fait ce que, et ici vous pouvez lire, je suis sûr que vous avez lu l'interview avec Mohammed Ben Salman dans le Washington Post. Il a dit on a payé des milliards de dollars pour la promotion du wahhabisme partout dans le monde pour soutenir l'Amérique pendant la guerre froide. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces royaumes de Golfe, ils ont présenté le wahhabisme et ils pensaient que le wahhabisme sera toujours loin du pouvoir au Golfe. Ce qui n'est pas vrai. À un moment donné, ils ont commencé à avoir des problèmes. Mais ils ont fait la promotion du wahhabisme partout dans le monde. Et je pense pas que le wahhabisme ou l'islamisme peut avoir une différence si vous êtes au bord de la mer ou vous êtes dans la montagne, vous voyez. Parce que simplement, ce sont des idées très dangereuses. Vous croyez, surtout parmi les jeunes, qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais vu le... Et c'est trop simplifié. C'est que on gouvernait le monde, les musulmans, et ça n'existe plus parce qu'on a laissé la religion, et tout le monde est contre nous. Vous voyez, vous pouvez ajouter des problèmes du racisme, de marginalisation, soit dans les sociétés arabes ou les sociétés occidentales. Et après, vous avez besoin d'un khutbah, d'un discours pour être violent. Un seul, pas deux. Vous voyez? Alors je ne partage pas cet optimisme parce que j'ai vu ça en Égypte et je sais que c'est très dangereux. Et le fait que M. Ranouchi a passé 20 ans exilé, je ne suis pas sûr que... Parce qu'on ne doit pas oublier que le Khomeini a passé aussi 20 ans exilé. Vous voyez? Et dès qu'il a été arrivé en Iran, on trouve que 20 ans, il était dans une bulle. Alors, je ne suis pas particulièrement contre Ghanouchi, mais j'essaye de présenter ce que je sais, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais aussi je pense qu'il y a dans les milieux occidentaux une tendance, vous pouvez dire humaniste, je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais d'essayer de dire que non, les islamistes, mais ils sont quand même, ils sont vécus à l'Occident, ils sont au bord de la mer, ils seront bien, vous voyez. Non, la vérité, c'est la vérité. C'est une idéologie de guerre, vous voyez. Et ça, c'est très facile à trouver. Le débat commence. Oui, non, c'est tout à fait... Oui, tu peux répondre après le parcours, peut-être tu prends les deux questions. Non, je voulais dire une chose oui. à ce propos, justement. Il me semble que n'importe quel pays, au bout d'un moment, a choisi d'avoir une fondation religieuse pour la gouvernance, que ce soit chrétienne, islamique, rapidement a dégénéré dans une espèce de dictature insupportable. Regardez ce que s'est passé en Europe avec l'Église d'Europe. Ça commençait très bien et puis ça a dégénéré avec l'Inquisition, la purge et tout ça. Donc moi je ne suis pas un historien, mais d'après ce que j'ai appris à l'école aussi, chaque fois qu'on consigne la gestion d'un pays à quelqu'un qui a la religion comme la fondation de tout, rapidement ça dégénère dans quelque chose d'insupportable. Et justement, Tu vas faire un peu pessimiste. non, mais justement, avant d'arriver à cette conception du gouvernement comme quelque chose d'entièrement séparé de la religion, il faut un processus de maturation qui exige des siècles et surtout l'expérience. Donc voilà, moi je suis d'accord avec notre ami tout ce qui est religieux. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec la révolution de Cromwell.
Je pense que oui, d'un point de vue historique, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir la religion pour avoir des régimes autoritaires. Les régimes autoritaires peuvent sortir de n'importe quelle idéologie, et la religion est une idéologie comme les autres. Donc, tous les régimes autoritaires peuvent se servir de la religion comme d'autres choses. Oui, il me semble que chaque régime qui a commencé sur la base d'une religion, ça ne veut pas dire que tous les régimes autoritaires sont basés sur la religion, on est bien d'accord. L'Union soviétique, ce n'était pas basé sur la religion. Et puis, oui, pour aller sur le côté saoudien aussi, tout à fait d'accord. Depuis plus de 30 ans maintenant, l'idéologie dominante de l'islamisme a été dirigée par les pays du Golfe. Ce sont les plus importantes forces économiques, politiques et religieuses, oui, de ce côté-là. Et donc, l'islamisme a été associé avec cette vision du monde qui a été exportée par les pays du Golfe. D'un autre côté, c'est peut-être faire un mauvais procès à l'islamisme que d'accepter cette homogénéité. L'islamisme, c'est simplement des gens qui veulent donner à leurs valeurs religieuses plus de place dans la pratique quotidienne de la politique. Et cela peut se faire de façon plus ou moins démocratique, et cela peut se faire plus ou moins bien, ça dépend des valeurs qu'en tant que musulmans, ils essayent de mettre en place, et ça dépend de la façon dont ils se mettent d'accord avec d'autres personnes, pas nécessairement des musulmans, d'autres personnes, pour mettre cela en place. Donc c'est une question de négociation pratique pour mettre cela en place, en acceptant des limitations, en acceptant des compromis, en mettant des moyens de vivre en communauté ensemble. Donc l'islamisme est beaucoup plus complexe que le wahhabisme. Malheureusement, pendant ces 30 dernières années, ça a été associé avec cette forme d'islam ultra-conservateur qui venait du Golfe. Aller de l'avant, reconnaître la diversité des différents aspects de l'islamisme peut être une façon de transformer l'islamisme de façon plus positive pour ne pas avoir forcément un clash violent de type djihad entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Il y a évidemment d'autres chemins, la sécularisation, évidemment, ne plus penser à la religion comme étant relevant est aussi une façon de progresser. Mais si l'on voit l'état d'esprit des sociétés actuelles, il semble que les idées religieuses vont rester présentes d'une façon ou d'une autre. C'est la question de les mettre en place. Les idées religieuses, c'est pas l'État islamique. Ça, c'est autre chose. Les idées religieuses existaient en Égypte pendant des siècles, mais on avait un projet depuis la révolution 1919 jusqu'à la chute de démocratie par 1954. On avait un projet libéral, démocratique, et tout le monde était, la plupart des Égyptiens étaient musulmans. Alors le fait de dire qu'il y a des idées religieuses, on avait toujours des idées religieuses. La question, le point principal, est-ce que vous pensez, vous croyez que vous présentez Dieu, oui ou non? Tous les islamistes, par définition, croient qu'ils présentent le mot de Dieu. Et dès que vous présentez Dieu, vous serez fasciste. Après 2 minutes. Pourquoi? Même si vous ne le voulez pas. Parce que si je présente Dieu, vous ne présentez pas Dieu. Alors moi, je suis mieux. Et je suis mieux que vous. Je ne peux pas admettre que vous aurez les mêmes droits que j'ai. Parce que vous êtes moi. Et si vous commencez à faire des problèmes, je vais vous tuer. Au nom de Dieu. Vous voyez? Alors, essayez, et ça, moi je l'ai vu en Égypte
théoriciens l'ont vu. Et essayer de trouver un cadre plus joli ou romantique pour cette histoire, je pense que c'est dangereux pour tout le monde. Il y a les musulmans, il y a les islamistes. Les islamistes veulent la guerre. Pourquoi? Parce que c'est le wahhabisme qui a préparé ces jeunes pour la mort. Pourquoi pour la mort? Vous voyez, et vous trouvez quelqu'un qui ne parle même pas arabe en Angleterre ou en France, et à cause des mosquées soutenues par les Saoudiens, alors on paie et on fait une éducation wahhabite. Il est préparé pour se suicider. Vous voyez, comme ça, il aura un paradis, il aura 74 femmes pour coucher avec 60, 74. C'est pas mal. Vous voyez. Alors je trouve que c'est vraiment dangereux, même si les intentions sont très bien. Mais je pense que c'est dangereux. Les musulmans, dernier mot. Il y a une statistique par Independent que pendant 15 ans, 80% des victimes des attentats par les islamistes n'étaient pas blancs européens, étaient ou bien noirs, ou bien musulmans, ou bien africains, vous voyez. Alors, les musulmans souffrent des islamistes plus que les autres, vous voyez. Parce que les gens ne voient pas la différence. Vous êtes musulman, vous êtes un potentiel terroriste. Vous voyez. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, cher Frédéric? C'est un long débat, mais oui, en effet, la question, c'est la question de l'autorité. Et là, il n'y a pas de solution facile du fait que, d'un point de vue théologique, ces justifications peuvent être produites par pas n'importe qui, mais par beaucoup de monde. Et donc, il y a une certaine facilité à organiser des actions violentes sur la base d'une justification religieuse. Mais donc là, la seule solution serait la sécularisation totale de la société. Parce que tant qu'il y a cette base religieuse possible, il y a possibilité de justifier une action violente. Comme la sécularisation totale de la société n'est pas pour demain, la question d'une autorité religieuse qui puisse faire contrepoids de façon plus efficace à cette vision djihadiste ou wahhabiste peut être un pas en avant pour contenir la violence sociale. Donc, si Ennahda en Tunisie a une certaine notoriété religieuse, a une certaine crédibilité religieuse, qui fait que les musulmans ordinaires, même les jeunes qui sont un peu excités, qui veulent faire quelque chose pour changer la société, ne vont pas recourir à la violence, mais vont suivre les recommandations des cheikh d'Ennahda, c'est peut-être mieux pour contrer la faction la plus violente que d'attendre pour une sécularisation totale de la société. Donc c'est une question de comment gérer cela dans la pratique, étant donné que la base religieuse de la justification de la violence est toujours présente, est toujours possible. Juste une question beaucoup terre à terre. Sur la partie diaspora, c'est la partie principale de ton projet ou c'est juste l'un des vecteurs? C'est un des aspects, mais ce n'est pas la partie principale, oui. C'est pas la partie principale? Non. Donc là, je voulais juste oui, voir parce qu'il y a beaucoup d'études là-dessus, mais pas sur la modernisation politique, sur autre chose. Ça, et donc, tu as prévu des interviews, des choses Oui. J'ai déjà organisé, voilà. On en parlera après. Merci Frédéric.